Il y a 11 ans, un de ses étudiants nous avait semblé très sûr de lui. Il s'appelait Yann. Est-ce que quand on arrive à Callisto, on peut choisir un peu, en quelque sorte l'équipe dans laquelle on va travailler? Par exemple, fin juin j'ai fini Sup, j'arrive le 1er juillet chez vous, bonjour, j'aime bien tel jeu, est-ce que je peux bosser plutôt sur ce type de jeu plutôt que d'autres? Est-ce que je vais me dire, bon écoute, Mais de toute façon, t'as les schtroumpfs et tu te tais en attendant? il y a une chose qui va être claire, c'est qu'à l'entretien d'embauche, on va te dire, on t'embauche pour ça. Ça te plaît pas. Mais on va pas te dire, écoute, viens chez nous, ça va être super. Et puis après, une fois que tu as signé, on te fait bosser sur les schtroumpfs. Ou si t'as pas envie, t'as pas envie. Vous n'avez pas l'air convaincu par l'argumentaire. Si, au contraire, c'est convaincant. Mais c'est vrai qu'on a le choix. Quand on sort de Supinfocom, on a quand même le choix. Il y a des boîtes de jeux vidéo, il y en existe des dizaines en France, des dizaines en Europe, des centaines en Europe, des milliers dans le monde. Les opportunités sont vraiment nombreuses. Cet étudiant, nous l'avons retrouvé à Paris. Yann a aujourd'hui 36 ans et il s'est mis à son compte, dirige sa propre société et emploie 50 personnes. Yann et son associé ont travaillé très dur pour rester dans la course. 10 ans de labeur, 7 jours sur 7, jours fériés compris. Et pour survivre, il a fallu revoir ses ambitions à la baisse. Fabriquer 5 jeux en même temps et répondre à des commandes comme ce jeu de pétanque. Ces jeux au contenu et au cahier des charges imposés par l'éditeur représentent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Je peux montrer à gauche, du coup, alors ce que tu as pu faire à droite. Est-ce que tu as mis le fond des boules un peu plus... Tu devrais mettre le fond des boules un peu plus transparent, tu vois, quand c'est vide. Tu fais juste peut-être tourner la boule comme si elle allait skier dans le trou. Tu la fais tourner un petit peu, puis elle s'arrêtera et ça fera l'affaire. À la sortie de l'école, c'est le genre de jeu que vous rêviez de faire ou pas? Ça n'existait pas. Quand à la sortie des 30 mois, j'ai sorti d'école, ça n'existait pas. Et indéniablement, c'est pas forcément ce qui me passionnait. C'est un jeu de pétanque. Mais il y a un moment où on ne peut pas vivre uniquement en se faisant plaisir, en passant des années à investir dans des jeux. Il faut de l'argent, il faut payer le salaire à la fin du mois. L'URSSAF ne fera pas de cadeau. Donc ouais, les jeux de commande, c'est premièrement pour la société une façon d'exister. Nous avons voulu savoir quel regard le chef d'entreprise porte aujourd'hui sur l'étudiant qu'il était. Un peu plus de cheveux et un peu moins de ventre à l'époque. Si le discours de Yann a changé en 11 ans, c'est parce qu'il s'est frotté à la dure loi d'un marché qui n'a rien d'un jeu. On a quand même le choix. Il y a des boîtes de jeux vidéo, il y en existe des dizaines en France, des dizaines en Europe, des centaines en Europe, des milliers dans le monde. Les opportunités sont vraiment nombreuses. Ce que je disais à l'époque, c'était finalement assez vrai. Et d'ailleurs, j'ai eu aucun problème à trouver travail très rapidement en sortant de Supinfocom. Vous êtes allé où? Je suis allé dans une société de jeux vidéo qui s'appelait Catrix Technologies. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé actuel, qui était à l'époque mon premier patron. Voilà. Et la société, elle est devenue quoi? Elle a plié, comme plein de studios. J'ai déchanté, moi, personnellement, lorsque j'ai découvert la difficulté, la rudesse de cette industrie. J'ai vu à quel point elle évoluait vite, à quel point elle était difficile, à quel point c'était Dallas, ou Highlander, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est un peu l'impression que ça donne. L'industrie du jeu vidéo français sort d'une décennie meurtrière. Parmi les géants de 2001, 8 studios sur 10 ont mis la clé sous la porte. Et notre pays a dégringolé de la 3e à la 7e place au niveau mondial. Le leader mondial, lui, n'a pas changé. Ce sont les États-Unis. Los Angeles, la mecque du cinéma, est aussi celle du jeu vidéo. Sous le soleil californien, des studios de développement attirent les programmeurs et les graphistes les plus talentueux du monde. Et parmi eux, beaucoup de Français. C'est le cas de Christophe Balestra, 38 ans. Il y a 10 ans, il créait des jeux dans sa salle à manger avec quelques copains. Et son avenir semblait bouché en France. Aujourd'hui, il co-dirige Naughty Dog, Chien méchant en français, l'un des plus gros studios américains. En 26 ans d'existence, cette entreprise aurait vendu 300 millions de jeux. Là, ici, c'est toutes les couvertures de magazines qu'on a eues depuis plus de 15 ans. Et ça, c'est les récompenses alors? Ouais, ça, c'est tous les awards qu'on a eus. La majorité des awards qu'on a eus, en fait, c'était pour Uncharted 2. 3 VGAs, je crois qu'avant, le record, c'était 2. Ça, c'est l'équivalent des Oscars ou des Césars, en fait. On en a eu 10 pour Uncharted 2, qui était un record absolu. Les GDC Awards, on en a eu 5 et personne n'en avait eu autant. On a tout raflé. L'année, c'était Game of the Year, Uncharted 2, Uncharted 2, Uncharted 2, tout le temps, quoi. Uncharted 2 est le deuxième volet des aventures de Nathan Drake. L'histoire d'un chasseur de trésors sur les traces de Marco Polo. Les raisons d'un tel engouement de la critique, son rythme explosif qui transporte le joueur jusqu'au bout,
sa mise en scène hollywoodienne et sa qualité graphique. Désormais, à chaque nouveau jeu, Christophe Balestra est attendu au tournant. Dans quelques heures, justement, un extrait de sa nouvelle création, The Last of Us, le dernier d'entre nous en français, va être présenté à des centaines de journalistes. Ça va être cool. On est les premiers, n'est-ce pas? Non, on est les derniers. On boucle le show. C'est ça qui est génial. On a tout regardé à la loupe. On a observé chaque micro-détail. Ça devrait bien se passer. Sans soucis, sans accroc, sans panne. Ça? Pourtant, un bug de dernière minute inquiète Christophe. Alors, on en est où avec ces taches de sang? On pense qu'on a trouvé ce qui se passe. Ok. Et le sang qu'on voit ici, après qu'il se fait taper, en fait, n'était pas là, n'apparaissait pas. Parce qu'en fait, le sang coule, en fait, le long. Ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'on a eu le problème. On s'en est rendu compte juste au dernier moment. C'est typique. Alright, gotta go. À ce niveau-là, la démonstration doit être parfaite, jusque dans les moindres détails. La pression est forte, les coûts de fabrication considérables, plus de 40 millions d'euros. C'est un budget assez conséquent quand même. Hein. On parle de dizaines de millions d'euros pour faire des jeux comme ça, avec des gros aussi budgets marketing. C'est une industrie à part entière. On génère plus d'argent peut-être que certains films, même sûrement. Quelques heures plus tard, Christophe Balestra va se retrouver face à 6000 journalistes venus du monde entier. Dans l'industrie du jeu vidéo, communication et marketing sont un budget essentiel, jusqu'à 50% du coût total d'un jeu. Les premières images sont enfin dévoilées à ce public d'avertis. Joël et Ellie, la jeune adolescente, font alliance pour survivre dans un monde en ruine. Ils se battent pour récupérer des armes et des vivres et luttent contre le reste de la population décimée par la peste. Quelques minutes seulement de bande-annonce. Mais déjà, le graphisme et la mise en scène dignes d'un long métrage hollywoodien en captivent plus d'un. Et notamment ce blogueur, fan de hip-hop et de jeux vidéo. Je suis tellement fier de vous, les gars. C'est incroyable ce que vous avez fait. Dieu vous bénisse. Je continuerai à encenser votre travail. C'est dingue. C'est un honneur. Merci. Ce jeu à plus de 40 millions d'euros ne sortira qu'au printemps 2013. Mais sa durée de vie commerciale sera courte, 1 an en moyenne. Car après, il risque bien d'être dépassé par les dizaines d'autres jeux sortis entre-temps. Quand tu vois comment les jeux étaient au tout début et comment les jeux sont maintenant, ça évolue tout le temps, mais c'est dur parce que c'est énormément de travail et puis énormément de doutes. On doute tout le temps, mais c'est bien, c'est motivant. Et ce marché à 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires est peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution technologique. Car à côté des traditionnelles consoles de salon, d'autres manières de jouer sont promises à un bel avenir. Il s'agit des jeux sur mobile et des jeux sur les réseaux sociaux. Certains connaissent déjà un succès fulgurant, Farmville par exemple. Chaque mois, 47 millions de fans se connectent sur Facebook pour y faire pousser du maïs et des carottes virtuelles. Ou encore Angry Birds, des oiseaux en colère contre les cochons verts qui leur ont volé leurs œufs. Ce jeu finlandais est aujourd'hui le jeu le plus vendu au monde, plus d'1 milliard de téléchargements sur Internet. Des chiffres qui ont ouvert l'appétit des plus gros studios traditionnels comme le français Ubisoft, le numéro 3 mondial du secteur. Pour l'occasion, Ubisoft a même ressuscité sur téléphone portable son célèbre héros des années 90, Rayman. Il suffit d'attraper les boules lumineuses au bon moment. Hop, là j'en ai raté un. Vous passez les niveaux avec un maximum de récompenses qui sont des diamants. Le marché des smartphones et tablettes devient gigantesque. 1 milliard d'appareils vendus cette année, un autre milliard prévu l'année prochaine, voire 1,2 milliard. Et la possibilité pour Ubisoft de toucher des pays que
on ne pouvait pas toucher auparavant par les distributions classiques. Comme lesquels, par exemple, vous vendez où à ce On moment? vend en Afrique, Botswana, en Amérique du Sud. Sur ce marché mobile, la France a sans doute une carte à jouer. Avec quelques 250 jeux de cette sorte créés l'an dernier, elle se place déjà au 3e rang mondial. Mais ce nouveau modèle économique reste fragile. Depuis 1 an et demi, Maud a rangé ses consoles de jeux au placard. Et aujourd'hui, elle n'a même plus besoin de rentrer chez elle pour s'adonner à son sport favori, construire des villes sous-marines virtuelles sur les réseaux sociaux. Cette tablette, ça fait longtemps que vous l'avez? 2 semaines aujourd'hui. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, donc justement pour jouer plus facilement. Avant, j'avais un ordinateur portable, mais c'était trop lourd en fait, donc je suis passée à la tablette. Vous l'avez acheté exprès pour jouer? Ouais, exprès pour jouer. C'est quand la dernière fois que vous avez joué? Ce matin, vers 8h15, juste avant de partir au travail. De retour à la maison, Maud retrouve ses enfants. T'as pas ma doudou? Mais à peine arrivée, elle va se reconnecter au réseau social pour jouer à nouveau. Cette fois-ci, c'est sur son ordinateur qu'elle replonge. Il lui suffit d'aller sur sa page Facebook et de chercher le nom de son jeu favori pour retrouver sa partie. Dans Atlantis Fantasy, Maud incarne une déesse qui aide Poséidon à reconstruire une cité sous-marine engloutie. Donc en fait là les parties sombres c'est les parties qui m'appartiennent pas et les parties allumées c'est les parties que j'ai achetées en fait. Donc là par exemple j'ai agrandi ma cité par là et en fait je suis arrivée à un monument à reconstruire mais j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant donc je peux pas le reconstruire en fait. Ce soir-là, Maud va jouer pendant 1 heure sans débourser le moindre centime. Si ce jeu est gratuit d'accès, comment se rémunère le studio qui l'a créé? Pour le comprendre, il faut cliquer sur la boutique, où les achats ne sont plus uniquement virtuels. Pour 115 $, Maud pourrait s'acheter avec sa carte bleue ce lot de 1000 perles par exemple, qui lui permettrait de construire sa ville beaucoup plus rapidement. Mais comme beaucoup de joueurs, Maud n'a pas délaissé sa console pour dépenser plus. Voilà. Vous êtes sage là. C'est sûr que gratuit c'est bien, au moins je peux y aller quand je veux et faire ce que je veux. Mais bon, payant aussi ça peut être bien mais pas trop cher parce que c'est excessif, 60 €, 70 € même, un jeu neuf, c'est vachement excessif pour ce que c'est quoi. Des joueurs comme Maud qui ne font jamais aucun détour par la boutique, cela ne fait pas les affaires de la société qui a fabriqué Atlantis Fantasy. À sa tête, Frédéric Doumic. En France, elle fait figure de pionnière car c'est elle qui la première a lancé un jeu sur Facebook, Totally Spies, un jeu d'aventure où 3 collégiennes jouent aux agents secrets. Ah non mais il fonctionne bien. À l'arrivée, 4 millions de fans sur Facebook, mais un chiffre d'affaires insuffisant pour rentabiliser la création de ce jeu. Alors, pour son prochain jeu, Frédéric Doumic a changé de stratégie. Dans Compagnie, le joueur entrepreneur apprend à monter sa propre société et à la faire perdurer. Signe particulier, il emprunte uniquement au Crédit Agricole, s'éclaire toujours grâce à EDF, recrute en permanence via Manpower. Ces entreprises financent à 80% la fabrication du jeu et s'en servent donc comme d'un support publicitaire. Vous avez déjà des premiers retours sur quelle est la perception, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Bien sûr, il y avait 15 personnes qui ont participé au Focus, ont pu restituer toutes les marques sans aucune hésitation. Parce que la mémorisation des marques était, sauf une pour Groupama. Ouais, C'est ce type de jeu-là, l'avenir? Oui, c'est une des directions d'avenir. Ouais, ça, nous, on y croit vraiment. Une des directions, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que il y a tout un public qui, dans Facebook, ne paye pas et qui n'est pas aujourd'hui monétisé. Et c'est un moyen de monétiser ce public qui ne paye pas et de faire des jeux qui demandent moins de joueurs. Un avenir bien incertain. Dans Compagnie, aucun dépôt de bilan n'est prévu. Mais dans la vraie vie, la société de Frédéric Doumic est aujourd'hui en grande difficulté financière, comme la plupart des studios qui ont investi ce créneau des jeux mobiles. Car sur 250 jeux sortis chaque année en France, seulement 4 sont rentables.